Yeah Cric, votre boutique en ligne carretropical.fr remet ça et organise le deuxième festival du jeu et des cultures en Guadeloupe. Venez jouer et découvrir les nouveaux jeux de société afro, créoles et caribéens. Inscrivez-vous dès maintenant sur carretropical.fr pour vivre cet événement ce samedi 30 avril à la brasserie L'Écouse. Au programme, les jeux Ticosé, Conficulture, Font l'Esprit Coco et bien d'autres. Un espace dédié pour les 6-12 ans, défilé de mode by Miss Z et DJ Sixaf au platine pour l'animation musicale. Pour en savoir plus, rendez-vous dès maintenant dans la rubrique événements de votre boutique carretropical.fr. Guadeloupe Actualité. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique, émission spéciale, élection présidentielle. Donc pour ce deuxième tour des élections, vous avez certainement déjà, vous qui êtes à la maison, les résultats. Donc Emmanuel Macron est sorti en tête de ce deuxième tour avec plus de 58% des suffrages exprimés. Donc Emmanuel Macron qui remporte ces élections, suivi de Marine Le Pen à un peu plus de 41%. Donc voilà une élection qui a donné son verdict. Alors une soirée électorale riche en enseignements, une soirée électorale où nous aurons à partager des analyses, des appréciations avec un plateau d'invités, un plateau qui va s'enrichir au fur et à mesure de cette soirée. Et puis, vous qui êtes à la maison, vous qui nous regardez, vous aurez la possibilité très tôt de nous appeler, de nous donner votre sentiment, de poser aussi des questions à nos invités ou de réagir par rapport à tout ce qui aura été dit. Alors, vraiment, ici, on peut se poser une question. Quelle a été la plus grosse erreur d'Emmanuel Macron au niveau de sa mandature, puisque je vais vous avancer les chiffres tout à l'heure, ou au niveau des Outre-mer, je dirais en général, Emmanuel Macron n'est pas sorti en tête, mais Marine Le Pen. Alors, c'est vrai que ça emmène beaucoup de questions, des questions que j'aurai à voir avec nos invités, des invités qui ne sont pas ici forcément des experts, mais ce plateau ne se veut pas un plateau d'experts, mais un plateau où il y aura des gens qui auront la possibilité de s'exprimer, des jeunes, des moins jeunes, et puis des soutiens à Emmanuel Macron, des soutiens à Marine Le Pen. Et ça sera vraiment un plateau très riche. Et puis avec votre apport, nous aurons une très belle émission. Tout d'abord, je présente les jeunes. Honneur aux jeunes, on va dire. Désolé, messieurs. En tout cas, désolé à notre autre invité qui est un petit peu légèrement plus âgé que les jeunes. Nous y arriverons tout à l'heure. Donc, nous avons Daryl. Daryl que vous connaissez déjà puisque c'est un habitué de ce plateau. Daryl Pézeron qui est étudiant. À ses côtés, nous avons aussi un jeune, Mehdi Armel, qui lui est aussi étudiant Master 1 MIAGE. De l'autre côté du plateau, nous avons aussi un jeune, un petit peu moins jeune, mais très jeune quand même. Il est chef d'entreprise, il est dans l'aviculture. Je veux parler de Grégory Titus. Bonsoir. Et puis Georges Nandan, que vous connaissez, mouvement résistant. Georges Nandan qui a voulu être sur ce plateau. Il a voulu s'exprimer, il a voulu faire passer aussi son message et puis nous dire ce qu'il a pensé de ce deuxième tour des élections. Alors messieurs, merci d'être là. Je ferai un petit tour de plateau, voire un grand tour de plateau si vous le souhaitez, et ça sera juste après ces résultats. Je viens de donner le résultat final de ces élections, mais il me paraît important d'avancer les chiffres concernant la Guadeloupe où certains se disaient qu'il y aurait eu un sursaut et que Emmanuel Macron pourrait sortir en tête. D'autres disaient que c'était joué d'avance et que ça aurait été Marine Le Pen. Ben, ceux-là ont vraiment eu, comme on dit ici, le nez fin, puisque Marine Le Pen a eu 69,60% des voix ici en Guadeloupe et Emmanuel Macron 30,40%, soit 40 229 voix pour Emmanuel Macron et 92
106 voix pour Marine Le Pen. Donc, on peut dire que c'est quasiment le double pour Marine Le Pen. Alors, il faut dire que la Martinique n'y a pas échappé non plus, puisque il y a eu pour Marine Le Pen 60,87% et 39,13% pour Emmanuel Macron. La Guyane aussi suit, vraiment avec des chiffres qui sont très proches, puisque Marine Le Pen a eu 60,70% des voix, soit 21 734, et Emmanuel Macron 39,30%, 14 073%. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, nous partons rapidement faire un petit tour à Saint-Pierre-et-Miquelon avec un taux de participation qui était de 57%. Emmanuel Macron a eu 49,31% et Marine Le Pen 50,69%. En Polynésie, nous avons Emmanuel Macron avec 51,81% des voix et Marine Le Pen 48,19%. Donc on voit qu'Emmanuel Macron sort en tête, mais avec très peu de voix de plus, puisque il a obtenu 42 880 suffrages exprimés et Marine Le Pen 39 890 suffrages exprimés. Donc voilà pour un petit tour des scores obtenus sur les différentes îles par les candidats. Voilà, je remercie Bernard Pancrel de nous avoir rejoints. Bernard Pancrel qui soutenait, je vais dire de pied ferme, Emmanuel Macron, c'est bien ça? Absolument. Oui, merci d'être avec nous. Donc, une soirée électorale où on aura un petit peu à dire les choses. Donc, vous êtes assis à la bonne place puisque vous êtes juste à côté de jeunes qui auront à s'exprimer sur ce qu'ils ont pensé de cette élection. Et puis, vous avez en face aussi M. Nandor, vous connaissez certainement. Oui, absolument. Oui, et puis M. Grégory Titus, qui lui aussi est un chef d'entreprise, un jeune qui s'intéresse à la politique. Voilà donc Bernard Pancrel, qui est le maire de la commune de Saint-François. Je pense que vous le savez tous. Et puis, il a une autre casquette. Oui, je suis également conseiller régional. Oui, mais j'avais posé la question aux jeunes pour voir si vous étiez au fait des choses. Voilà, mais il l'a déjà dit. Voilà, merci en tout cas à tous de nous suivre et de suivre cette émission. Donc, Bernard Pancrel, vous arrivez à pic, vous tombez à pic comme on dit, puisque j'étais en train de faire un petit tour de plateau en demandant ce que chacun avait pensé de ce deuxième tour des élections, quels commentaires on peut faire. Donc, je débuterai avec vous. Sur le plan national ou sur le plan local? Alors, tout d'abord sur le plan national et puis on va poursuivre sur le plan local. Alors, sur le plan national, à mon avis, il n'y avait pas, on n'avait pas besoin d'être grand clerc ou grand expert politique pour comprendre qu'il était difficile que l'adversaire ou les adversaires, en tout cas en ce qui concerne le premier tour d'Emmanuel Macron, auraient eu peine à le dépasser. Vous savez, la Constitution française est ainsi faite qu'il n'y a que 2 qualifiés au deuxième tour. Et quand vous observez un petit peu les candidats en présence, on aurait du mal à penser, puisqu'il n'y a pas de triangulaire au deuxième tour, comme des élections municipales ou d'autres élections ou des élections départementales, qui peut y avoir une triangulaire, 3 candidats au deuxième tour selon le score obtenu au premier tour. Eh ben, c'était, à mon avis, d'une évidence que Emmanuel Macron serait de toute façon au deuxième tour. Et au deuxième tour, compte tenu des scores annoncés, compte tenu de la progression régulière de Madame Le Pen depuis ces 3 dernières élections présidentielles, qui avait de bonnes chances que le président sortant soit en face de Madame Le Pen. Et à ce moment-là, je vais dire, la conviction, en tout cas en ce qui concerne
moi-même, comme le parti qui est le mien, c'est-à-dire le JUSR, nous n'avons pas de difficulté en quelque sorte, à aller dans le sens de cette candidature-là. Étant entendu que le JUSR est un parti autonome, majeur, qui n'est pas un parti, une fédération d'un parti, on va dire, hexagonal. Cela veut Mais dire qu'il y a de bonnes relations quand même. qu'il y a de avec, bonnes relations, ce et gouvernement. cela veut dire que par conséquent, c'est un regard, c'est des rapports avec un regard à hauteur d'homme, avec les partis au pouvoir en France, de telle manière d'ailleurs qu'on a eu à porter, les élus guadeloupéens ont eu à porter une plateforme de revendication à ces différents partis, et en particulier au parti du président de la République et au gouvernement, pour leur dire qu'il faut quand même il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités qui sont spécifiques à notre territoire. Et c'est cette réalité-là, c'est peut-être cela que pour un petit peu faire la transition avec les élections locales, et cela que la population a exprimé dans ce vote de contestation, puisqu'il n'y a pas, il ne faut pas, j'entends les analyses depuis cet après-midi sur les élections, comme s'il y avait une adhésion à, que ce soit la France insoumise, ou que ce soit le parti de Marine Le Pen, qui est donc le Rassemblement national. Expliquez-moi comment en 15 jours, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais pourraient passer d'un extrême à l'autre. Je ne pense pas, et je pense que ce serait beaucoup de... C'est surtout le tout sauf Emmanuel voilà, Macron. Ce serait faire beaucoup d'injures à ma population que de penser qu'on aurait cette espèce d'attitude de gihourette entre en 15 jours seulement passer d'une extrême droite à une extrême gauche. C'est simplement cela s'explique par une contestation, beaucoup d'incompréhension entre le gouvernement et la population. Et le gouvernement doit entendre, je ne dis pas peut, mais doit entendre ce propos-là, doit entendre ce son de cloche qui est, ce tintamarre, je veux dire même, qui a sonné très fort au niveau des départements d'outre-mer, au niveau surtout en ce qui ne concerne pas tous les départements, en tout cas pour ce qui concerne les territoires, les départements français ou les territoires français d'Amérique, pour justement dire qu'il y a un certain nombre d'inflexions à apporter, il y a un certain nombre de corrections à apporter, de correctifs sérieux sur un certain nombre de sujets majeurs. Voilà, tout simplement. Et ça doit être entendu. Et quand vous êtes, en quelque sorte, dans des rapports, on va dire, dans des rapports habituels, dans des rapports cordiaux, dans des rapports de partis avec des accords politiques partis, il est plus facile d'apporter les propos, d'apporter les convictions, d'apporter les aspirations de votre population, puisqu'il ne s'agit pas d'aller seulement siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il s'agit, entre ces deux temps forts de la démocratie française, il s'agit d'aller dans les ministères, il s'agit d'aller dans les différentes administrations. Et lorsque vous êtes en quelque sorte avec la majorité, c'est plus facile pour porter les aspirations, pour porter les dossiers de votre population. Alors, et de votre territoire. Bernard Pancrel, j'entends bien, donc rejet par cette population du gouvernement. Donc c'était tout sauf Macron. Quel est alors le rôle, ou du moins, comment est-ce que vous, élus, porteurs de la voix d'Emmanuel Macron, vous avez vécu cela, puisqu'on a vu que vous avez demandé à voter Emmanuel Macron. La population, en général, ne vous a pas suivi. Vous avez vu aussi que dans, en tout cas, les discours qui étaient tenus, dans tout ce qui circulait concernant ce deuxième tour, vous, élus, étiez aussi mis à mal, puisque pour beaucoup, c'est aussi le rejet des élus qui leur avait dit jadis que ce gouvernement n'avait pas été à la hauteur des attentes. Alors, est-ce que là aussi, on ne peut pas mettre dans le même sac les élus et Emmanuel Macron? Non, alors, on ne change pas de conviction tous les 4 matins. Je veux dire, dès l'instant où on est avec,
le meilleur rapport amical qui soit, c'est de pouvoir dire franchement et très clairement à votre ami que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais pour pouvoir le lui dire, il faut que vous soyez en proximité avec lui. Si vous êtes complètement à son opposé, vous avez du mal à avoir ce dialogue. Vous serez dans la contestation, mais il y a un dialogue constructif. Et vous dire, vous ne voulez pas ça, mais vous proposez ça. Et ça, dans cette force de proposition que nous constituons en Guadeloupe, nous avons trouvé tout à fait normal que nous puissions dire OK, ça ne va pas, mais nous voulons cela pour notre population. Et c'est pour ça que cette plateforme de revendication a été portée par des élus guadeloupéens, de l'ensemble de la classe politique. Mais si ça ne va pas, pourquoi dire voter pour lui? A été portée. Non, on ne dit pas si ça ne va pas, on est pour lui. On dit ça ne va pas, mais vous pouvez faire mieux. Mais en tout état de cause, par rapport aux autres qui sont sur l'échiquier, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous rapproche de vous est plus important que ce qui nous rapproche des autres. Parce que vous imaginez aisément qu'il était difficile pour nous, compte tenu de ce que je viens de vous dire en ouverture de mon propos, à savoir le processus électoral qui emmène jusqu'à la magistrature suprême de la présidence de la République. Compte tenu de cela, vous ne pouvez que envisager un des candidats susceptibles, en quelque sorte, d'accéder à la présidence de la République. Et parmi ces deux candidats, il n'était pas question que nous allions vers Marine Le Pen. Pas du tout. Voilà. Et donc, ça nous fait dire aujourd'hui que nous pouvons travailler avec un gouvernement qui devra infléchir. Et ça, nous en prenons acte. Attendez. Oui, vous me posez une question, il faut que je vous réponde. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc, vous avez besoin de dire au gouvernement que nous prenons acte. Nous devons prendre acte de ce qu'a exprimé notre population. Et justement parce que la population a exprimé un certain nombre, une contestation, un refus, nous élus, nous avons plus encore de force, puisque c'est à l'occasion de cette respiration démocratique que nous avons cette expression, que nous avons la matérialisation. Jusque-là, c'est du ressenti, mais là, nous avons la matérialisation de cette expression de ce refus, comme dirait mon voisin d'à côté. Mais en tout état de cause, si ce n'est un refus, c'est au moins une contestation dont je ne suis pas là pour faire de la langue de bois. Et par conséquent, à partir de là, nous devons aller vers ce gouvernement avec cette force qui est derrière nous, qui nous dit, voilà, ça ne va pas, mais nous, et c'est le rôle d'un mouvement, c'est le rôle d'une équipe politique, de formuler des propositions très concrètes sur cette contestation qui est née et qui est là et qui de toute façon qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas pousser la poussière sous le tapis. Alors d'ici quelques instants, je passe la Absolument. parole aux autres invités, mais juste pour vous dire qu'il y a eu cette crise sanitaire, cette crise jumelée avec cette crise sociale où la population a crié, a voulu se faire entendre. Vous savez aussi bien que moi tout ce qui s'est passé ici en Guadeloupe. Vous avez dit, nous sommes aux côtés de notre population. Nous voulons qu'elle soit entendue, en tout cas faire passer les messages. Vous avez vu ce que ça a donné. Le gouvernement n'a pas forcément été dans le sens de ce que vous attendiez. Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, après ces élections, Emmanuel Macron aura une écoute plus attentive, plus active à l'endroit des départements d'outre-mer et notamment de la Guadeloupe. Surtout, je me dis, il a réussi à être élu sans ces départements. Ne serait-ce justement que parce que la population l'exprime. Elle l'exprime à quelle occasion? À l'occasion de cette élection, comme je le dis tout à l'heure, de cette respiration démocratique. Puisque jusque-là, quand on entend des protestations, on voit les réseaux sociaux, on voit tout, mais la conviction, de façon très concrète, la matérialité de cette protestation, on la retrouve à l'occasion de l'élection. Là, ça ne ment pas, c'est une vérité démocratique qui est là. Et cette vérité démocratique posée sur la table nous oblige, nous exhorte à faire en sorte qu'elle soit entendue
pour que lorsque nous allons en dialogue, en situation de dialogue avec le gouvernement, nous avons de quoi nous appuyer puisque notre population a exprimé quelque chose de très fort. Selon vous, est-il plus efficace de s'exprimer dans les urnes ou dans la rue? À mon avis, malheureusement, je pense que de toute façon, on ne peut pas parler d'une expression de rue puisqu'on on est un pays civilisé, on est un pays démocratique. Et chacun sait aujourd'hui que la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, comme dirait l'autre. Cela veut dire tout simplement que la meilleure expression populaire, la meilleure expression de la souveraineté populaire, ce reste encore la démocratie par les urnes. Et de toute façon, on l'a vu. Et d'ailleurs, la preuve en est, il a fallu cette contestation par le vote au premier tour en faveur de Jean-Luc Mélenchon montre et matérialise cette expression. Donc on ne peut pas nier cela. Et le vote au second tour, comme je le disais tout à l'heure, ce passage, ce mouvement de balancier de la quasi-extrême gauche jusqu'à l'extrême droite montre que c'est une véritable contestation. Je pense, sans faire de la sociologie politique ou de la science politique à la petite semaine, je pense que les Guadeloupéens ne sont pas devenus, contrairement à ce qu'on dit, ou qu'on peut dire ça et là, un petit peu dans le café du commerce, le Guadeloupéen n'est pas devenu... le Guadeloupe n'est pas devenu d'extrême droite. La Guadeloupe n'est pas devenue à l'extrême droite. Et pourtant, c'est la réalité, maître Poincaré. Le Guadeloupe... Je vous entends comme une plaidoirie. Le Guadeloupe n'est pas devenu... Je dois vous dire que c'est la réalité. Le Guadeloupe n'est pas devenu... Il en ressort que la Guadeloupe est l'un des départements qui a voté le plus pour oui, mais le pouvoir en place a été désapprouvé. Nous sommes en démocratie et que je le sache ou pas, la souffrance de cette population, elle s'est démontrée par la force des yeux. Et vous devez en tenir compte. Mais c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure. Et je ne peux souhaiter qu'en tant qu'avocat, vous êtes déplacé de la place pour pouvoir faire entendre au président de la République la souffrance de cette population. Merci d'aller dans le sens de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Oui, je vous rejoins quelque part. Voilà. Et je peux compter sur vous en tant qu'avocat, car vous saviez entendre la souffrance quand vous plaidez pour quelqu'un dans une affaire diverse. Cependant, mais je voudrais vous dire, M. Poincaré, ce soir, que la population de la Guadeloupe, ce soir, elle souffre. Et j'ai pu être en contact avec cette population, et surtout dans votre commune, Saint-François, dont j'ai des liens d'affectivité et de sympathie et de familier. J'ai pu entendre la souffrance de ces gens, et c'est vraiment dramatique. Car ils ont en place des élus que vous êtes, que vous faites le job, certes que oui, mais le gouvernement n'a pas l'air de comprendre ce que ces gens-là... le rejet, par exemple, de tout ce que demandent les parlementaires qui sont de la majorité du président, n'est pas écouté, n'est pas entendu. On a l'impression que c'est un seul homme qui serait devenu peut-être extrême et qui décide, je décide, je fais. Vous n'avez pas le droit de pouvoir penser autre chose que je décide. Et on sait très bien, et vous le savez très bien, maître Poincaré, je veux le dire, enfin, monsieur le maire de Saint-François, conseiller régional, que c'est ainsi que ça se passe. Parce que monsieur Macron, c'est lui qui dirige tout, qui prend la parole et l'initiative de tout. Je ne dénigre pas mes compatriotes, etc., qui sont élus, je les respecte. Mais il faut reconnaître qu'ils se sont bien battus. Et personnellement, je voudrais saluer le combat qu'a mené le député M. Servat, que je connais très bien. Il n'a pas pu, jusqu'à présent, faire entendre raison au président de la République qu'il fallait, par exemple, cette souffrance de cette extrême brutalité avec ce vaccin que les gens sont mis dans la rue et qui marche tous les samedis. Moi, ça me touche vraiment, écoutez, sincèrement, de voir sous le soleil chaud des gens qui manifestent, qui ont perdu leurs emplois et qui ont fait des études. Vous savez, les sacrifices, bien souvent, c'est des familles monoparentales qui élèvent seuls leurs enfants et qui se sacrifient pour payer les études et qui sont devenus infirmiers ou bien médecins et qui ont été suspendus et qui redeviennent à la case départ et qui ne peuvent pas pouvoir subsister à la vie quotidienne. Ils ont des enfants, ces gens. Ils ont des traites, etc. Moi, ça me touche vraiment. Et je souhaite, et je ne peux pas souhaiter ce soir, que, comme vous le dites, qu'après cette défaite
dans les Outre-mer du président actuel, que vous soyez l'un des mieux placés en tant qu'avocat pour pouvoir faire entendre à ce président de la République et à ce nouveau gouvernement qui va être mis en place, car la partie n'est pas gagnée. Nous avons un troisième tour qui vient avec les législatives, car vous imaginez aussi, il peut y avoir cohabitation. On va y revenir. Daryl. Eh bien, par rapport à tout ce qui s'est dit, je vais faire un discours assez simple et clair. C'est que moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est ce contraste justement entre nous, les départements d'outre-mer, et ce qui a été voté en Hexagone. Et la question que je me posais, effectivement, en premier tour, nous avons voté pour M. Mélenchon, enfin majoritairement pour M. Mélenchon. Et il y a une idée que je note, justement, que vous avez initiée, qu'effectivement, on ne vote pas pour 3 personnes. Et je me posais la question, est-ce qu'effectivement, on ne devrait pas changer un peu la Constitution pour faire en sorte que dès à partir de 20%, que les 3 candidats en place soient mis en opposition pour pouvoir permettre à la population française de pouvoir voter pour ces 3 candidats. Et comme ça, au moins, on ne verra pas ce clivage qu'on a connu en Guadeloupe entre l'extrême gauche et qui va de seul coup vers l'extrême droite, parce qu'on le sait très bien et on ne va pas tourner autour du pot. Les gens ont fait comprendre qu'ils ne souhaitaient pas avoir Macron, car ils estimaient que, pour ma part, je pense que la population voulait faire comprendre qu'il y a eu un manque de respect. Nous voulons que ce respect soit mis en place. Et ils se sont orientés là-dessus, tout simplement. Tout simplement. Donc, oui, alors, il faudrait qu'on ait un petit peu encore plus de recul pour analyser le scrutin qui 70% quand même, qui s'est déroulé hier. Mais il y a certainement des éléments, en quelque sorte, qui méritent le scrutin ne s'analyse pas seulement par son résultat final, mais s'analyse également par tous ces aspects, territoire par territoire, avec un certain nombre de choses. Ce qui ne met en rien en cause le fait que le vote d'hier est un vote de protestation. Cela, on est d'accord là-dessus. Mais ce que je disais, et contrairement à ce que me disait tout à l'heure M. Santalican, ce que je disais aussi, la Guadeloupe n'est pas pour autant passée d'un extrême gauche à une extrême droite. La Guadeloupe n'est pas devenue un pays d'extrême. La Guadeloupe n'est pas devenue. Non, mais c'est important. C'est important de le dire, puisque j'ai vu les réactions un petit peu, monsieur Santalican. J'ai entendu les réactions un petit peu des gens et j'ai lu un petit peu les réactions, comme si des réactions des gens qui poussaient des cris d'orfraie, qui pensaient que la Guadeloupe est devenue d'extrême droite. Non, pas du tout. C'est une protestation qu'on exprime d'une manière ou d'une autre. On l'exprime, on le fait incarner par la personne qui se trouve en face. La Constitution voulait que ce soit l'expression constitutionnelle et démocratique voulait que ce soit Marine Le Pen qui soit en face d'Emmanuel Macron. Elle a été choisie comme cheval de bataille. Elle a été choisie comme cheval de Troie, si j'ose dire, pour porter cette contestation. Là-dessus, on est d'accord et on est à peu près tous d'accord. On dit la même chose, peut-être de façon différente. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ce que je dis aussi dans le même souffle, c'est que précisément parce que cette contestation est là, on ne peut pas, il ne peut pas gouverner, on ne peut pas l'ignorer, il ne peut pas gouverner, en tout cas en Outre-mer, de la même manière que les 5 ans qui sont passés. De toute façon, là-dessus, là aussi, je suis clair et je n'ai pas de difficulté à le dire et à le dire de façon très claire. Et dès lors qu'on est clair là-dessus, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on a dit ça, passé cela? On n'a pas tout dit. Il y a quand même, et ce n'est pas la première fois que la Guadeloupe vote de façon différente que la métropole pour les élections présidentielles. Souvenez-vous, lorsque Giscard d'Estaing a été élu, les gens ont voté à gauche. Lorsque Mitterrand a été élu, les gens ont voté Giscard d'Estaing. Oui, mais monsieur Poquel, nous ne sommes pas dans les années 80. Non, mais c'est pour vous dire, c'est pas la première fois. Attendez. Non, mais c'est pas la première. J'ai pas fini. Nous ne sommes pas passés extrême droite. J'ai pas fini. Une seconde et j'ai pas fini. Je finis. C'est tout simplement de dire que la politique de l'actuel gouvernement a été désapprouvée par une majorité forte en Outre-mer et précisément en Guadeloupe. Et personnellement, je compte sur vous, M. Poquel, avec vos amis du GUSR, pour faire entendre raison à ce pouvoir en place, pour que la voix de l'Outre-mer soit respectée, ce que la population des Outre-mer, cette souffrance humaine que vit au quotidien nos compatriotes et vos compatriotes puissent être entendus au plus haut niveau sur les marches de l'Élysée. Maintenant, on va passer la parole à Mehdi, ensuite à Grégory
Titus. Donc moi, en accord avec, enfin plutôt en complément de ce qui a été dit avant, personnellement, M. Pancrel a parlé de force vis-à-vis de la contestation des votes pour la présidence actuelle. Sauf que moi, ce dont j'ai peur, c'est surtout du renforcement de désintérêt de M. Macron vis-à-vis des Outre-mer. Parce que on a vu quand il y a eu les manifestations au sujet notamment des problèmes d'eau, enfin, tous les problèmes qu'on connaît actuellement aux Antilles, de par le ministre des Outre-mer, il a été évoqué l'idée d'autonomie et ça a été vécu comme si, en fait, nous, on n'a plus les réponses pour vos problèmes, donc débrouillez-vous. Et de voir que, comme Daryl l'a évoqué aussi, M. Macron a été élu, alors qu'aux Outre-mer, on a surtout voté pour l'opposition. Moi, ce dont j'ai peur aujourd'hui, c'est que cette forme de désintérêt envers les Outre-mer ne soit que renforcée. Vu qu'il était déjà présent. Mais ça ne peut que se renforcer. Et le législatif... Et je me dis même, est-ce que c'est pas une bonne chose? Parce que je me dis, en soi, ça nous fait comprendre que nous devons régler nos problèmes nous-mêmes, tout simplement. Voilà, mais le président de la République, quand il avait les mouvements sociaux, etc., c'est les premières phrases qu'il a dit. L'autonomie, comme en Corse. Il a proposé l'autonomie et de s'autofinancer tout seul. Parce qu'il n'y a plus de maman et de papa France. Il faut que nous, notre jeunesse, nous, populations des Outre-mer, c'est ce qu'il dit, M. Macron. Il faut nous autofinancer nous seuls. Et sa seule réponse, c'est l'autonomie. Voilà. J'ai pas entendu ça, mais bon, si vous avez... Eh bien, si vous n'étiez pas, vous êtes à côté de la plaque, je peux permettre de Pancrel, parce que les propos de M. le Président de la République... Georges Landon. Déjà après, parce que assez souvent, on fait une assimilation, parce que quand on parle de financement, d'autonomie, d'indépendance. Oui, alors là, je pense que vous mélangez vraiment les concepts. Alors là, c'est la même réponse qu'il a fait à la Corse. C'est ce que je veux comprendre. C'est pas la même chose. On n'a pas dit la même chose. Entre la Corse et... Il dit même plus loin qu'il a pris l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. On va essayer de s'entendre, de s'écouter et que les téléspectateurs puissent bien nous suivre. Vous pourrez échanger, mais on va essayer de respecter quand même les uns et les autres. Non, mais nous respectons, nous sommes dans un débat pas le respect, oui, bien sûr. Mais il faut la parole. Pourquoi cette... On va équilibrer un petit peu la parole. Son refus, son rejet en Outre-mer, d'une manière générale, de la politique de l'actuel gouvernement. Il faut en tenir compte de cela quand même. Parce que moi, je me rappelle très bien, j'étais devant un poste de télévision, je me souviens de Québec. Les premiers mots qu'a dit M. le Président de la République, c'était l'autonomie. Et c'est les mêmes propos qu'il a tenus pour la Corse. Et on a vu tout de suite... En Corse, les Corses n'ont pas pris la mort d'Ivo Colonna et qui continuent toujours à se manifester. Nous, en Guadeloupe, nous sommes un peuple, disons, plus modéré, je puis dire. Mais quand on entend ces propos, c'est de s'assumer tout seul, parce qu'il est clair que la France doit énormément d'argent. Ce qu'on ne dit pas. Merci, monsieur Titus. Malheureusement, parce que c'est pas pour défendre quoi que ce soit, mais déjà, c'est ce qui fait aujourd'hui, puisqu'on l'a vécu en 2003, le processus de l'autonomie a été totalement détourné, parce que sans vous manquer de respect, ce sont de propos, en fait, l'autonomie n'est pas l'indépendance. Quand on est autonome, on ne doit pas se débrouiller. Mais on ne parle pas d'indépendance. Non, mais c'est dans le sens que vous le dites, c'est prenez vos financements, débrouillez-vous. Mais c'est ce qu'il a dit, le président. Non, c'est pas... L'autonomie n'est pas ça. Le processus de l'autonomie n'est pas ça. Citez-moi vos sources et montrez-moi vos sources. Je n'ai pas à créer des polémiques internes entre ce qu'il dit, mais l'autonomie d'une manière, c'est de s'assumer tout seul. L'autonomie... L'État profond garde le régalien. C'est-à-dire que c'est lui qui finance le RSA, c'est lui qui finance tout ce qu'on connaît. Sur le RSA, justement, le programme du président de la République dit que pour avoir le RSA, il faut travailler. Juste pour centraliser le débat, ce que vous disiez tout à l'heure, l'autonomie, il faut travailler pour avoir le RSA. L'autonomie, c'est pas vous débrouillez. L'autonomie, c'est l'État reste en soutien. L'indépendance, vous vous débrouillez. C'était juste ça. Après, pour revenir donc sur le débat, en tout cas qui est celui d'aujourd'hui, en quelques chiffres, en 2017, Emmanuel Macron avait fait quand même 75% des voix. Donc j'entends qui n'adhèrent pas au Front National. Dans ce cadre-là, il y a 5 ans, à 75%, ils n'adhéraient pas non plus à la République En Marche. Je ne pense pas qu'ils étaient tous adhérents à la République En Marche. Si on prend l'exemple du pourcentage, puisqu'il était quand même plus élevé en tout cas que Marine Le Pen. Aujourd'hui, le score d'Emmanuel Macron traduit surtout d'un échec politique profond, avec évidemment la gestion de la crise sanitaire. Mais je pense malheureusement qu'au niveau local, on a tendance, que j'écoute religieusement depuis tout à l'heure, M. Pancrel, à rejeter la faute en disant on est près du pouvoir. Je rappelle que par exemple en Allemagne, il y a des mouvements de coalition, ils ne sont pas du tout du même bord politique, ils font des conciliations et tout fonctionne correctement.
De deux, on n'a pas besoin d'être proche pour trouver des solutions, sachant que les problématiques des Guadeloupéens, c'est quoi? Ils n'ont pas d'eau dans les robinets, sauf que l'eau est une compétence de nos élus. Et ils ont des problèmes parce que les infrastructures, en tout cas, sont en très mauvais état. C'est une compétence locale. Ils ont des soucis vis-à-vis du travail. L'insertion est une compétence locale. Et bien d'autres. Donc je pense que de vouloir aujourd'hui dire que Macron doit entendre, je pense surtout que c'est les politiques locales qui doivent entendre aujourd'hui, parce que c'est un échec cuisant pour tous ceux qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Je tiens aussi à préciser que quand vous dites, par exemple, que le choix d'appeler à voter Emmanuel Macron au deuxième tour face à Marine Le Pen, je le comprends. Je comprends très bien, puisque le parti de l'extrême droite, on connaît les connotations. Moi-même, je n'étais pas du tout pour l'extrême droite. Par contre, je tiens quand même à rappeler que vous avez parrainé tous Emmanuel Macron dès le premier tour. C'est-à-dire que vous étiez déjà pour lui dès le premier tour. Donc, vouloir dire que maintenant, au deuxième tour, comme le choix était qu'entre deux personnes, vous avez toujours été pour Emmanuel Macron, et même depuis le début. Et quoi qu'il en soit aujourd'hui, de revenir sur le débat de dire Emmanuel Macron doit entendre les Outre-mer, oui. Je ne sais pas comment il va parler aux Outre-mer quand on voit le score. Je suis d'accord sur un point avec vous. Donc, si je comprends bien, si le score est ce qu'il est, il ne faut plus qu'il parle aux Outre-mer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On n'a pas dit ça. C'est pas ça, mais j'ai dit, je ne sais pas comment il va être audible aux Outre-mer au vu du résultat. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas parler aux Outre-mer. Bien évidemment, son rôle va être maintenant de fédérer les Outre-mer. Voilà. Mais avant toute chose, la faillite qui est celle qu'il est en Guadeloupe, elle est matérialisée par deux aspects. La crise sanitaire, la gestion de la crise sanitaire où globalement le peuple n'a pas du tout adhéré, c'est ce qui a fait payer majoritairement. Mais surtout, le deuxième point, c'est un échec des politiques locales. Et c'est un ensemble de toutes ces choses qui a ramené aujourd'hui le score. Donc je disais, je suis totalement d'accord sur un point. Je ne pense pas du tout que les Guadeloupéens soient ni d'extrême gauche ni d'extrême droite. Ils ont voté en contestation. Tout comme quand on l'a connu en 2012, quand une grande majorité d'électeurs ont voté pour François Hollande, ils n'ont pas voté par adhésion pour son programme forcément, mais bien pour enlever Nicolas Sarkozy. D'accord. Voilà. Alors, ce que je dis et je soutiens de toute façon, en ce qui concerne les statuts, le statut qui pourrait être proposé dans les prochains mois, je peux dire d'ores et déjà qu'un congrès sera à nouveau réuni pour que effectivement les politiques locaux, c'est-à-dire les parlementaires, auxquels on a ajouté les maires, puisque les maires ne faisaient pas partie du congrès, pour pouvoir proposer. Mais ça a eu l'occasion, on a eu l'occasion de le faire en 2003. Ce sont des messes habituelles, monsieur le Président. Ça n'a aucune solution, ces congrès. Attendez, mais je termine. Non, c'est important. Et ce sont les Guadeloupéens eux-mêmes, ce sont les Guadeloupéens à cette occasion ont exprimé un refus, en quelque sorte, de cette évolution, sur cette évolution statutaire. Dont acte, ça encore, c'est la démocratie. On est aujourd'hui, 20 ans après, à venir en parler. Peut-être que ce n'était pas suffisamment préparé, peut-être que ce n'était pas suffisamment compris, ou peut-être que ce n'était pas suffisamment expliqué. Là aussi, il faut être tout à fait objectif lorsqu'on analyse les situations. Aujourd'hui, il y a cette demande-là, revient de façon très forte sur l'échiquier. Sur l'échiquier et sur le tapis politique, dont acte. À mon avis, il faut certainement évoluer, et c'est pas forcément bien entendu une rupture, bien entendu, avec la France. C'est plutôt faire en sorte que les choses du quotidien, qu'on puisse s'en occuper. Vous avez parlé d'un certain nombre de compétences qui sont locales, mais ces compétences-là sont exercées avec quel budget? Des budgets, les dotations de la France, des dotations de la France pour justement des dotations de la France pour permettre que ces compétences s'exercent. Toutes les compétences dont vous dites, l'insertion, vous avez vu d'ailleurs dans les programmes des uns et des autres, d'ailleurs dans tous les candidats, ils disaient pour tel, sur les aspects que vous dites,
il y aurait tel budget, augmentation du budget, etc. Ça veut dire que même quand ces compétences sont exercées sur le plan au niveau local, ces compétences-là, de toute façon, sont exercées que parce qu'il y a ces dotations. Il y a beaucoup de départements qui ont la même chose et pourtant qui n'ont pas les problèmes qu'on a. Donc cela veut dire quoi? Mais peut-être que nos problèmes sont plus un peu. On sait très bien que personne ne démentira le fait que le chômage est plus important en Guadeloupe. Les mais c'est la besoins catastrophe, sont monsieur plus Poncrel. Vous dites importants. le chômage. En Guadeloupe, on vit. L'économie de la Guadeloupe, c'est le RSA, j'ai pas fini mon propos. Je tiendrai à vous préciser. J'ai pas fini mon propos. Pour qu'un congrès puisse s'organiser, monsieur Poncrel, il faut déjà que monsieur Macron soit un gouvernement. Donc c'est important. Il y a les législatives qui sont. Vous savez que vous ne parlez pas des législatives, vous parlez de prochain congrès. Vous savez quel prix que ça coûte de faire un congrès. Pourquoi vous ne dites pas l'addition? Je suis là. Il y a un robinet, il y a une malle d'argent à la région pour faire des congrès. Est-ce que vous pensez, monsieur Poncrel, l'enjeu, quand vous dites qu'il y a des congrès, le prix qu'en coûte de faire un congrès en Guadeloupe, est-ce que vous croyez la crise économique que nous vivons, monsieur Poncrel, sérieusement, vous êtes avocat? Pas le prix, le premier, surtout le contenu. C'est pas le prix. C'est le contenu. Du vent, encore du vent. Depuis 2003, des congrès sur congrès qui n'ont rien apporté à la Guadeloupe. Il n'y a pas eu de congrès 2000. Depuis alors, madame, monsieur Chevry. Georges Nandan. Monsieur le a fait congrès sur congrès. Oui. S'il vous plaît. Non, mais madame Brassé, Oui, je oui, peux me permettre. Nous sommes devant ce soir les Guadeloupéens qui nous interpellent sur la situation par le vote. Les Guadeloupéens ont besoin d'entendre ce qu'il faut et de comprendre. Mais madame Brassé, je peux me permettre le respect que je vous dois. Le rêve s'est terminé. Nous sommes devant le fait accompli. Il y a une souffrance humaine dans la population. Tout le monde a fermé en Guadeloupe. Rien pas qu'à marcher. Il faut être conscient que ça ne peut pas continuer. Nous ne sommes pas entendus par le pouvoir central. Alors, quelle est votre proposition? Mais monsieur, monsieur Poncrel, monsieur en a fait, les jeunes qui sont là en ont fait. C'est de pouvoir apporter au quotidien, quelle est votre proposition? Donner la possibilité de rétablir cette affaire des emplois que votre gouvernement, ainsi que le président de la République, refuse de pouvoir embaucher ces personnes. Lorsque vous avez asséné ce lieu commun, concrètement, vous faites quoi? Comment? Eh bien, faire quoi? Essayer d'apporter au quotidien un mode de vie. Nous étions là pour faire le bilan un peu de ces élections. Et justement, comme il y a... Maintenant, nous avons Rodi Tolassi qui nous a rejoints sur le plateau. Donc, nous poursuivons sur ce bilan, en tout cas sur ces élections. Il y a beaucoup de passion du côté de Georges Nandan. Il y a beaucoup de passion aussi du côté de j'exprime la déception des Guadeloupéens, Madame Boissé, et je ne peux que souhaiter, contrairement à ce que vous pouvez penser, que M. Poncrel, le maire de Saint-François, conseiller régional, puisse faire entendre, essayer de faire comprendre que la Guadeloupe, elle souffre. Je pense qu'il a besoin de pouvoir exister à travers ce vote massif de contestation quand la population, elle souffre. Mais je ne fais que je dis que ça depuis le début. Non, ça m'a pas l'impression que vous faisiez suffisamment. En tant qu'avocat, déjà, vous pouvez déjà essayer de faire comprendre à votre président de région, à votre président de département, d'interpeller le gouvernement futur qui sera mis en place incessamment, la souffrance et la détresse de ces gens. C'est ce que je vous demande, monsieur Poncrel, ce soir. Alors, il faut avoir quelqu'un pour interpeller. Mais vous avez la République en marche, vous êtes conscient, vous étiez en marche. Alors, monsieur Nandan, s'il vous plaît. En marche arrière ou en marche avant? Vous venez de dire le gouvernement futur. Non, mais vous étiez en marche. Alors, en marche avant ou en marche arrière? Il faut expliquer ça. Les Guadeloupéens vous écoutent ce soir. Si le gouvernement il est futur, alors ça veut dire qu'il n'existe pas encore. Mais vous savez très, vous êtes avocat, vous savez très bien que cette élection est une élection fictive. Vous êtes mieux placé que quiconque en tant qu'avocat de savoir que c'est une élection fictive. Je vous rassure, le président de la République est élu, il y aura les législatives qui viennent, et je compte bien que nous puissions voter pour les législatives et mettre en place des gens qui soient entendre la souffrance des Guadeloupéens. Ultérieurement sur les législatives, nous laisserons quand même un espace de parole à Rodi Tolassi puisqu'il nous a rejoint. Alors une première impression concernant les résultats de ce deuxième tour. Je vais réitérer mes remerciements à la population guadeloupéenne qui a montré une volonté de changement vis-à-vis d'un président qui a été fortement méprisant.
pendant 5 ans et qui n'a pas réglé les problématiques majeures de notre territoire. Sur le domaine de l'eau, par exemple, les algues sargasses, le chlordécone, le chômage et surtout l'insécurité, au domaine régalien de l'État. La santé, où il a lourdement failli, et je rappelle qu'au mois d'août, par manque de moyens, on était obligé de trier nos familles dans le CHU et le CHBT. Ce sont des faits extrêmement graves qui se sont produits sous la présidence d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas connaître pire qu'Emmanuel Macron, un homme qui laisse mourir, qui n'envoie pas le matériel, parce que j'ose rappeler un peu le déroulé du mois d'août. On envoie le personnel soignant, mais sans matériel de réanimation. L'avion arrive le 29 août, CMA-CGM, si on se rappelle bien, sur le tarmac de l'aéroport. Et donc, au même moment, ils envoient une circulaire du ministère de l'Intérieur qui demande des renforts en Outre-mer pour venir taper par rapport à une crise sociale qui pend au nez. Mais c'est normal qu'il y ait une crise sociale parce que nous avons des retards de développement profonds. Et on peut faire la comparaison un peu avec la Corse, qui n'a pas ces retards de développement, et pour autant, on n'a pas envoyé le GIGN et le RAID. Bon. Je m'arrête là sur ce sujet-là. Je n'irai pas plus loin pour parler d'Emmanuel Macron. Mais les Guadeloupéens ont montré une volonté de changement. Nous avons pu expliquer et su expliquer pendant 2 semaines notre programme sur le chlordécone, justement. On avait un dispositif pour mettre en place tous les moyens pour arrêter l'empoisonnement en chlordécone. Sur les algues sargasses, parce qu'il y a un décret qui s'appelle le décret de Montego-Bay, dont j'ai déjà rappelé pas mal d'élus sur ce sujet, mais pour le moment, ils n'ont pas encore bougé. En Bretagne, l'État a ramassé les algues vertes à hauteur de 300 millions. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas fait en Guadeloupe. Ça doit être fait parce que c'est une prérogative de l'État. Sur la question du chômage, excusez-moi, rien n'est fait pour un développement économique de notre territoire. Aucune usine d'agrotransformation, aucune usine de structuration des filières agricoles, de pêche, d'aquaculture ou d'élevage ne sont mis en place réellement dans notre territoire. Sur la question du pouvoir d'achat, nous avons fait des propositions pour les territoires d'outre-mer, une TVA à 0% sur le panier de la ménagère, les 100 produits de première nécessité, hygiéniques ou alimentaires. La suppression de l'octroi de mer sur les projets et les produits ne concurrençant pas la production locale pour faire baisser les prix encore, et nous gardons la partie toujours pour protéger la production locale. Concernant les grands groupes commerciaux, nous avons porté ce ministère de la fraude qui va inspecter les ententes commerciales comme nous en sommes victimes en Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe. Donc, nous avons su expliquer ça, nous avons pu l'expliquer. Il n'y a pas eu de débat télévisé. Je pense que s'il y avait un débat télévisé, je crois que le score serait encore plus important. Parce qu'en face, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas de projet. Vous parlez de débat télévisé en Guadeloupe. En Guadeloupe. Il n'y a pas de projet pour l'outre-mer du côté d'Emmanuel Macron. Ce qu'il nous dit, c'est prenez vos responsabilités. Il veut se débarrasser un peu de... Sans vouloir défendre, est-ce que vous avez lu la lettre qu'il a fait au Guadeloupéen? Parce qu'il y avait quand même des projets. Il y a quand même des choses. Non, après, je défends le pas, véritable mais projet d'Emmanuel Macron... Dire, après, il ne faut pas le dire non plus. Notamment sur le plan du chlordécone, ça a été le premier président c'est comme dit la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux. Ça a été le premier président qui a mis en place, qui a justement défini le cancer de la prostate comme une maladie professionnelle, même si il n'y a pas assez. Mais par contre, de dire qu'il n'a pas fait... On est dans la nuance, en fait. Entre n'a pas fait et n'a pas fait assez, je pense qu'il y a une nuance. Après, je ne défends pas. Okay. Et dernière chose après, quand vous parlez de l'octroi de mer, par exemple, pour quand même parler quand même aux habitants, on sait quand même que c'est qui permet en tout cas de financer une grande partie des collectivités. Donc, quand on supprime l'étranger de l'octroi de mer, j'aurais bien aimé, en tout cas, que Marine Le Pen nous explique comment elle compense, en sachant que les collectivités ont déjà du mal à s'en sortir. Ça, c'est une réalité, en tout cas économique sur le territoire. Donc, s'attaquer à l'octroi de mer, encore une fois, Marine Le Pen a fait tout comme Emmanuel Macron, c'est s'attaquer à une indépendance fiscale de la Guadeloupe. L'octroi de mer n'est pas l'objet des prix élevés, en tout cas. Le développement industriel, comme vous l'avez annoncé, et la libre concurrence, le démantèlement des oligopoles et des monopoles, sont les premiers vecteurs de la vie chère en Guadeloupe. Et certainement pas l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est le dernier sujet. Je ne suis pas d'accord avec vous. Sur la question du chlordécone, pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Nous avons une crise sanitaire majeure en Outre-mer, particulièrement en Guadeloupe et Martinique, pardon. Nous sommes premier département record du monde de cancer de la prostate, reconnaissance de maladies professionnelles, reconnaissance de ci et de ça. En réalité, l'empoisonnement continue. C'est ça la réalité. C'est quand même un geste.
Non, mais c'est pas ça. Il faut voir la philosophie. Oui, nous avons je une sais, philosophie totalement différente d'Emmanuel Macron. Nous voulons mettre en place, aller beaucoup plus loin, mettre en place l'arrêt de l'empoisonnement. Le crime qui est commis sur la population guadeloupéenne, nous voulons l'arrêter au travers de ce comité interministériel que nous avons pu présenter. Sur la question de l'octroi de mer, pour rappel, l'octroi de mer a été créé en 1670 par Colbert. C'était une taxe pour permettre que les colonies à l'époque puissent rapporter à la France, mais pas coûter un sou. C'est ça la réalité de l'octroi de mer. Donc, on la supprime sur les produits qui ne rentrent pas en concurrence, mais on le garde quand même pour protéger la production locale. Sur l'eau, par exemple? Oui, on supprime sur l'eau. Sur l'eau, sur les produits, d'accord. Oui, sur la production locale, l'eau. Parce que l'eau, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est surtout comment vous compensez ce qu'elle voilà. finance. C'est ça la question. En termes de compensation, qu'est-ce qui se passe? En métropole, toutes les collectivités sont financées au travers d'une dotation globale de fonctionnement. Si nous sommes français sur un territoire français, il faut une dotation globale de fonctionnement. C'est normal. La Guadeloupe, la Martinique, on construit la France au travers du travail qui a été fait dans le passé. Et il faut aussi préciser que dans ces collectivités-là, les personnes, en tout cas sur place, ont une TVA qui est beaucoup plus élevée que la nôtre. Oui. Il y a un jeu en fait qui est fait parce que oui, c'est forcément vrai, quand on a mais il y a un effort de rattrapage à faire pour des pays qui ont aidé la France d'être la puissance mondiale qu'elle est aujourd'hui. Alors, Rodi Tolassi, est-ce qu'on peut dire, parce que là, bon, je pense que il y aura encore un développement de ce programme de Marine Le Pen. Alors, on parle de programme. Alors, où est la place d'un vrai projet dans tout cela? On le verra peut-être tout à l'heure. Mais j'aimerais revenir avec vous. Vous avez dit, nous avons expliqué à cette population le programme de Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut honnêtement dire aujourd'hui qu'en Guadeloupe, il y a un amour fervent pour Marine Le Pen? Qu'est-ce qui a séduit les Guadeloupéens? Je vais vous répondre. Je vais terminer un peu avec la question de l'octroi de mer. Le problème, et je continue, sur le financement, c'est ce qui finance les collectivités locales. Et donc, plus il y a d'importation, plus ça finance les collectivités locales. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut arrêter ça et permettre aux collectivités locales de se financer autrement et pas par l'importation. C'est ça la réalité. Parce que personne, on ne vous dit pas, les élus ne veulent pas l'enlever. Il n'y a pas que l'octroi de mer à l'importation. L'octroi de mer, il n'y a pas que l'octroi de mer à l'importation. Non, mais c'est ce qui finance les collectivités locales. C'est ce qui finance les collectivités locales. Et c'est une taxe non récupérable. C'est ça le problème de l'octroi de mer. Elle n'est pas récupérable. Elle rentre directement dans la composition du prix. C'est ça le problème avec l'octroi de mer. Sur la question... Comme toute taxe. Non, la TVA, non. La TVA est récupérable pour les entreprises. Mais pour les entreprises, on parle pour le plus client grand nombre, c'est-à-dire le consommateur. Que les entreprises ont le consommateur. Pour le consommateur. Si on parle d'entreprise, parce qu'on parle d'entreprise, les entreprises des fois ont des déductions ou ont une suppression de la part. Donc en fait, c'est encore difficile. Ils ont des produits. Oui, non, mais il y en a. À partir d'un certain seuil, quand vous attendez. L'octroi de mer, là où il pose problème, parce que si je parle par rapport à la logique, parce que M. Coquerel maîtrise beaucoup, c'est surtout. Non, vous inquiétez pas, la matrice. Non, mais c'est pas. Quand je vous dis ça, c'est parce que comme il est dedans, justement, c'est la constitution de la matrice avec les taux. Je pense que c'est là où est le problème, réside le problème. Pourquoi aujourd'hui un camembert pourquoi un yaourt est à 30% d'octroi de mer? Quelle industrie locale on protège? Je ne sais pas s'il y a un producteur de yaourt à Anse-Bertrand. Non, on conditionne, on ne fait pas. C'est-à-dire que c'est pas surprenant, ils conditionnent des produits, ils font pas de yaourt. Il n'y a pas de vache laitière ici. C'est vrai qu'il y a une subtilité. Voilà. C'est comme le miel qu'on importe, et au final, parce qu'on le met en bouteille, c'est de la Guadeloupe. Et je finis juste là-dessus. La charcuterie, par contre, là, on va y venir. La charcuterie, on a 12% de mémoire d'octroi de mer. On protège quelle industrie locale? Je ne sais pas. Bon. Après, chacun se fera son avis. Pour terminer, je viendrai à votre réponse. Alors, rapidement. La part que nous collectons pour protéger la production locale, justement, servira de capital de fonds de garantie pour des projets structurants, type FEADER, type agrotransformation, notamment si demain il y a une usine de charcuterie qui veut se monter, on permet à ce qu'un jeune, demain, puisse avoir le capital pour monter cette société. Voilà. L'octroi de mer finance les collectivités locales. Non, plus avec nous. Plus. L'octroi de mer finance aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, on parle de ce qui est aujourd'hui. L'octroi de mer finance les collectivités de région, départements et les communes, qui sont quand même... Vous aurez une dotation globale de fonctionnement. C'est comme ça partout en France. C'est déjà une dotation globale de fonctionnement. Non, pas équivalente à celle qui est touchée en métropole, vous le savez très bien. Concernant ce que vous dites sur un vote d'adhésion ou pas d'adhésion,
Je ne vois pas quel Guadeloupéen qui peut être contre les mesures que nous mettons en place aujourd'hui, que nous avons présentées. Personne, la réalité, elle est là. Quand on parle de supprimer la TVA sur certains produits de première nécessité pour permettre de gagner un pouvoir d'achat, quand on dit qu'on va mettre un ministère de la fraude pour lutter contre les grands groupes commerciaux, personne ne peut être contre ça. Justement, au contraire, il y a une volonté manifeste d'adhérer à ce type de programme. Donc, ce n'est pas un vote sanction. Non, mais il faut arrêter de dire que les Guadeloupéens, ce sont des aigris, qu'ils votent par une question d'émotion. Ils sont majeurs, ils sont français, ils savent lire, ils savent écrire, ils savent déchiffrer un programme. Les insultes, on les a eues au moment de la 4e vague, quand on nous disait qu'on était des pratico-magico-religieux, qu'on était des buveurs de rhum. Bon, ça suffit maintenant. Les Guadeloupéens savent choisir. Ils l'ont fait, ils ont regardé un programme, ils ont vu, ils ont testé. Emmanuel Macron, ils ont vu qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui. Ils voulaient un changement qui ne s'est pas concrétisé au niveau de toute la France entière, mais il y a un travail qui est fait. La Guadeloupe, qui n'était pas l'un des premiers départements aujourd'hui, est le premier département du Rassemblement national, avec à près de 70%, et ça, j'en suis extrêmement fier. Qui rapproche, en fait, de alors, au premier tour, droite, en fait. La réalité, c'est que... Parce que vous dites qu'on a lu le programme et qu'on l'a... Alors, qu'est-ce qui fait qu'on... La réalité, c'est que... Voilà, mais c'était la question que j'allais poser. La réalité, c'est qu'on cantonne ces histoires à une extrême droite et une extrême gauche. Je suis d'accord. Dans nos propositions, il n'y a rien d'extrême. Que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il y a d'extrémiste. Non, je ne parle pas pour l'extrémisme. Non, mais je ne parle pas à vous. Extrême gauche, non, mais c'est non, je ne parle pas à vous, je parle en général. Le bien vivre français. Après tout ça, c'est non, mais ça, c'est tout ce qui est lié au droit du sol, enfin tout ce qui est lié au voile, alors qu'on est dans une république régie par les droits de l'homme. Déjà, dans le programme de Marine Le Pen, une grande partie dans la 3e thématique, donc du bien vivre en France de mémoire, nécessitait de modifier la Constitution. Oui. Sauf que les outils de la Constitution, Marine Le Pen nous a parlé de référendum. Oui. Automatiquement, pour mettre en place un référendum, il faut passer par le Conseil constitutionnel, qui aurait refusé parce qu'eux veulent systématiquement qu'on passe par le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Désolé, parce que ils ont, c'est leur droit. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Et si Marine Le Pen passe au-dessus, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Non, c'est pas un coup d'État. Je suis désolé. Si elle passe pas par les chambres, parce qu'elle n'aurait pas eu la majorité au Sénat, elle n'aurait pas pu le faire. Je suis désolé. Donc après, il y a une prérogative qui n'était pas. Et si la population dans un cadre référendaire. La TVA, c'est pareil. Vous supprimez la TVA, mais encore une fois, on parle chaque fois d'outils de taxes. À cet instant présent, c'est pour permettre à nos compatriotes de gagner un pouvoir. Oui, mais comment vous financez ce que ça finance? Ne pas avoir la majorité du gouvernement. Mais ça, ce sera dans un autre débat pour la législative. Quand vous évoquez aussi par rapport à la cohabitation. Non, mais pour cette émission, on est dans la conclusion du tel vote qui s'est fait aujourd'hui. Donc, je voudrais bien qu'on reste sur le sujet des bulletins de vote qu'il y a eu aujourd'hui et qu'on ne se disperse pas trop dans les législatives qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.